Dans cette vidéo, nous allons voir quel rôle jouent les fréquences, les phases et les amplitudes dans une transformation de Fourier inverse, c'est-à-dire lorsqu'on passe de l'espace réciproque à l'espace direct. Calculons tout d'abord la transformation de Fourier de deux images non périodiques, représentant respectivement un chat et une souris. Commençons par l'image du chat. C'est une image dans l'espace direct, c'est-à-dire dans l'espace physique. Après transformation de Fourier, nous obtenons pour chaque point de l'espace réciproque, c'est-à-dire pour chaque fréquence dans un espace à deux dimensions, une amplitude et une phase. L'amplitude est indiquée par une intensité lumineuse, la phase par une couleur. À chaque phase, entre 0 et 2π, est associée une couleur différente. Notez que lorsque les amplitudes sont quasiment nulles, il est difficile de distinguer les couleurs. Pour bien voir les phases en tout point de l'espace, il est possible de représenter chaque information séparément, avec une figure pour les amplitudes à gauche et une figure pour les phases à droite. Faisons la même chose pour l'image de la souris. Les transformées de Fourier sont impossibles à déchiffrer sans calcul, mais nous voyons clairement que les amplitudes et les phases sont différentes de celles obtenues pour le chat. Décomposons l'information en deux images, l'une pour les amplitudes et l'autre pour les phases. Associons maintenant, point à point dans l'espace réciproque, c'est-à-dire pour chaque fréquence, les amplitudes de la transformée de Fourier du chat avec les phases de la transformée de Fourier de la souris. Qu'allons-nous obtenir en partant de cette image composite en effectuant une transformée de Fourier inverse? Un animal hybride? Une superposition des deux images? Effectuons le calcul. Nous obtenons très clairement l'image d'une souris, même si celle-ci est un peu bruitée. Souvenez-nous que nous avons utilisé les phases de l'image réciproque de la souris et les amplitudes de l'image réciproque du chat. Il semble donc que ce soit les phases qui soient primordiales lors d'un calcul de transformée de Fourier inverse et que les amplitudes aient moins d'influence sur le résultat. De la même façon, en combinant les phases du chat avec les amplitudes de la souris, la transformation de Fourier inverse nous donne très clairement un chat. Ce sont bien les phases qui sont essentielles dans un calcul de transformation de Fourier inverse. Le problème, c'est que, comme nous l'avons déjà précédemment indiqué, les phases ne sont pas accessibles expérimentalement lors de la diffraction des rayons X par des cristaux. C'est ce qu'on appelle le problème des phases dans les ouvrages consacrés à la diffraction. Est-ce pour autant dire que les amplitudes ne servent à rien? Bien sûr que non, et heureusement puisque c'est la seule information présente sur les clichés de diffraction. Déterminons-le avec une petite expérience qui va nous servir plus tard dans les déterminations structurales. Prenons une image de souris sans queue et effectuons et calculons sa transformée de Fourier. Comme c'est un simple calcul, tout est connu, les amplitudes comme les phases. Prenons une autre image, peu différente de celle de la souris sans queue, et admettons que nous ne disposons que des amplitudes de Fourier, les phases n'étant pas accessibles. Comme les deux images sont supposées être assez proches, nous pouvons imaginer que les phases des deux transformées de Fourier sont relativement voisines. Combinons donc les amplitudes de la transformée de Fourier de l'image inconnue avec les phases de la transformée de Fourier de l'image de la souris sans queue, et calculons la transformée de Fourier inverse. Nous voyons apparaître une queue à la souris, même si celle-ci est moins bien définie que le reste du dessin et que l'image est un peu brouillée. L'information qui a permis de faire apparaître cette queue était uniquement contenue dans les amplitudes de la transformée de Fourier de l'image initialement inconnue, pas dans les phases que nous avons utilisées, puisque celles-ci provenaient de l'image de la souris sans queue. Nous voyons donc que les amplitudes apportent des informations dans une transformation de Fourier inverse, pourvu qu'elles soient combinées avec des phases relativement proches des phases réelles attendues. Terminons en examinant le rôle joué par les fréquences. Pour cela, calculons la transformée de Fourier de l'image d'un ensemble d'atomes, non périodiques, en projection. Nous n'avons ici représenté que les amplitudes de la transformée de Fourier, mais les phases sont bien présentes et vont nous permettre d'effectuer une transformation de Fourier inverse. Dans l'espace réciproque, rappelons que les coordonnées correspondent aux fréquences spatiales, h et k, en utilisant des coordonnées réciproques relatives, donc sans dimension. L'origine étant au centre de l'image, les basses fréquences sont au centre de l'image et les hautes fréquences à la périphérie de l'image. La transformation de Fourier inverse, amplitude et phase comprises, nous redonne bien entendu la figure de départ. Supprimons maintenant les basses fréquences dans le calcul de la transformée de Fourier inverse.
Pour ceci, il suffit de mettre à zéro les amplitudes correspondantes dans le réseau réciproque, ce qui est fait pour un tout petit disque autour de l'origine. Le calcul de la transformée de Fourier inverse nous donne une image toujours nette, mais beaucoup moins contrastée. Nous voyons que les atomes ne sont pas aussi blancs qu'ils étaient au départ, et que le fond de l'image n'est plus aussi noir. Supprimons de plus en plus de basses fréquences dans le calcul de la transformée de Fourier inverse, en augmentant progressivement la taille du disque central. Nous voyons que l'effet s'accentue, le contraste est de plus en plus faible, mais la netteté est toujours aussi bonne. Faisons maintenant l'inverse, en supprimant progressivement les hautes fréquences dans le calcul de la transformée de Fourier inverse. Nous voyons que le contraste est préservé, les atomes se distinguant très bien du fond, mais que les contours sont de moins en moins nets. Essayons de comprendre ces effets à partir d'un exemple à une dimension, la décomposition en série de Fourier d'une fonction porte périodique. Cette fonction porte, parfois appelée fonction créneau, est dessinée en jaune sur la courbe du haut. Étant donné le caractère discontinu de la fonction porte, avec des marches d'escalier, la décomposition en somme de fonctions continues de type sinusoïdal nécessite un très grand nombre de termes, en fait une infinité. Notez que la variation des amplitudes en fonction de la fréquence spatiale est analogue à celle que nous avons vue dans une précédente vidéo pour l'intensité diffractée par une fente, et qui est ici rappelée pour le cas d'une fente de largeur 0,5. Ceci nous permet d'ailleurs d'indiquer que la diffraction par une fente est analogue à la transformation de Fourier. Sur la courbe du bas, en bleu, nous avons effectué une transformation de Fourier inverse, en prenant en compte les 200 premiers termes de la série de Fourier. Nous voyons que la fonction porte n'est pas parfaitement modélisée, avec la présence d'oscillations principalement au voisinage des marches. Reprenons ce calcul de transformation de Fourier inverse en limitant la sommation à seulement 30 termes, c'est-à-dire en supprimant les hautes fréquences. Nous voyons sur la figure en bleu une fonction de type porte qui ressort bien de la ligne de base, mais avec des marches mal définies. Nous avons perdu en netteté. C'est normal, puisque ce sont les hautes fréquences qui permettent de décrire les détails, les contours. En reprenant 200 termes, mais en supprimant les 4 premiers termes, c'est-à-dire les 4 plus basses fréquences dans la transformation de Fourier inverse, nous voyons que la fonction porte ne ressort plus vraiment de la ligne de base moyenne, mais que les marches sont néanmoins très bien dessinées. Nous avons perdu en contraste. Nous avons conservé les détails, les contours, mais nous avons perdu la structure globale de la fonction. Ces éléments seront à prendre en compte dans les déterminations structurales qu'il faut intervenir des transformations de Fourier inverse, dans lesquelles il sera important d'inclure les termes à basse fréquence pour ne pas faire d'erreur sur l'identification des atomes, et les termes à haute fréquence pour obtenir les détails de la structure recherchée. Dans cette vidéo, nous avons vu, de façon imagée, les différents rôles joués par les fréquences, les phases et les amplitudes dans une transformation de Fourier inverse, lorsqu'on passe de l'espace réciproque à l'espace direct. Si les phases jouent de toute évidence un rôle majeur, il est à noter que les amplitudes et les fréquences doivent être aussi correctement prises en compte.